Alors j'ai sélectionné 3 thèmes, pas tout à fait au hasard. Certains sont en lien avec ce qui vous a déjà été dit, mis en avant sur certaines des sessions. Et puis la troisième partie qui va ouvrir, je pense, la partie qui sera traitée par Divi, qui sera la partie réellement pratique. Alors sur ce Quad 9, je pense que j'avais dit que j'avais pas de conflit d'intérêt, ce qui est vrai et potentiellement faux. Premier sujet, ça a été abordé notamment, surtout dans la session à laquelle j'ai assisté sur l'APR, une des rares d'ailleurs, je vais le dire parce que certains le pensent, la présentation d'Olivier sur le sujet des malades difficiles à traiter. Donc effectivement, dans la polyarthrite rhumatoïde, la question que je pose, c'est y aura-t-il encore demain des polyarthrites rhumatoïdes réfractaires, à Bordeaux probablement, à Lille, ça fait déjà quelques années qu'il y en a peu ou quasiment plus. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on raisonne sur une définition extrêmement discutable. Vous l'avez déjà vu 50 fois. Petit teasing, puisque effectivement, dans quelques semaines, donc il y aura l'actualisation 2025 des recommandations EULAR sur la polyarthrite rhumatoïde. Ça sera le samedi en milieu de matinée. C'est pas gagné, surtout pour certains. A priori, Guillermo, dont on a échangé, m'a dit les Would vont passer en Could ou en Schuld, mais à part ça, il ne devrait pas y avoir d'éléments nouveaux concernant cette définition de polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter, réfractaire, et que faire. Qu'à cela ne tienne, la vraie problématique, c'est celle des polyarthrites rhumatoïdes réfractaires, et vous savez qu'avec Jérôme notamment, il y a quelques années à peine, il y a eu une réflexion pour savoir ce qu'on pouvait potentiellement appeler une polyarthrite rhumatoïde réfractaire. Il n'y a toujours aucune définition consensuelle. La question, c'était déjà de se dire, oui, réfractaire, parce que je n'ai pas atteint une cible. Quelle cible? Tout est fonction de l'arsenal thérapeutique, parce que si je raisonne en nombre de thérapies, on sait que la richesse de l'arsenal thérapeutique est associée à une diminution de survie des traitements. Donc, plus l'arsenal est riche, plus on risque d'avoir 2, 3, 4 traitements de mécanismes d'action différents. Et puis, effectivement, tout dépend de la cause. Ils n'en ont pas parlé, mais on l'a dit il y a 2 jours. Il y a aussi la durée d'exposition. Quelqu'un qui, en 20 ans, est à son 3e biologique, c'est potentiellement un bon résultat. Alors, à ce stade, donc, on peut se dire que demain, il n'y aura plus de polyarthrite rhumatoïde réfractaire car il y a toujours une recherche thérapeutique, elle n'est pas négligeable. J'ai simplement mis quelques classes thérapeutiques pour lesquelles il y a du développement. La publication la plus récente, c'est contre les cyclines dépendantes kinases qui va cibler notamment la cellule synoviale fibroblastique, car vous savez que dans certaines paires réfractaires, il n'y a plus vraiment cette activité très inflammatoire, mais une activité plus synoviale. Mais vous voyez les résultats dans cette toute première étude avec des durées de traitement très courtes de 7 jours. Donc il y a toujours une recherche extrêmement active. Et donc le focus introductif, c'est de reprendre les 2 travaux les plus récents sur l'efficacité potentielle des anticorps bispécifiques et des CAR-T-cells, et ça sera développé par Divi juste après. Alors, pour les bispécifiques, donc la publication est de l'année dernière, elle a associé notamment notre ami Mada. Donc je vous rappelle que c'est relativement complexe à ce stade, puisque c'est un protocole dérivé de l'hémato-oncologie avec 2 séries de perfusion de 5 jours. On ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que les 6 patients avaient une polyarthrite que l'on peut considérer comme réfractaire, car vous voyez qu'elles ont toutes eu au moins 2 CS-DIMARD avec le métaux et les funomides. Elles ont toutes été traitées par anti-TNF, quasiment toutes par anti-L6, quasiment toutes par 1 ou 2 JAK inhibiteurs et 1 sur 2 de l'abatacept, 1 sur 2 du rituximab, avec des DAS qui sont globalement à 5. À partir de là, eh bien, vous avez une efficacité clinique évidente et vous voyez les résultats 12 semaines sur le DAS 28. Donc, la totalité des patients eh bien, obtient un indice composite globalement de rémission, et ce sont des résultats qui, dans le texte, se maintiennent à 6 mois du protocole thérapeutique. Ils y associent l'imagerie avec l'amélioration
des scores Doppler. Ils y associent sur quelques patients l'amélioration d'un PET scanner avec un traceur un peu spécifique de l'inflammation, la déplétion des CD19, la déplétion des CD20 au niveau tissulaire et la réduction, pour ne pas dire à ce stade, la négativation des auto-anticorps. Donc c'est une piste. La deuxième piste que reprendra sûrement Divi, c'est celle des CAR-T. Donc dans la polyarthrite rhumatoïde, aujourd'hui, on a relativement peu de données. Ça, c'est le dernier numéro d'ARD, ou l'avant-dernier. Donc elle a 39 ans, et vous voyez, elle a eu les 5 anti-TNF, les 2 anti-L6, de la batacept, du rituximab, de l'anakinra, immunoglobuline IV, un anti-L17, 3 JAKi, 7,46 de DAS, CAR-T CD19. 3 mois plus tard, elle est en rémission complète et vous avez effectivement, dans ce cas de figure, une négativation des auto-anticorps avec effectivement quelques effets secondaires, dont un effet secondaire neurologique, mais qui a régressé sous corticoïdes et tocilizumab. Alors cette observation d'ARD, si je l'associe à la petite mise au point et revue de la littérature, il n'y a à ce stade que 2 autres observations dans la PR, des observations avec une certaine légitimité au traitement plus agressif, puisque la première associait PR et une myasthénie, et la deuxième, c'était une PR qui développait un lymphome B, et dans les 2 observations, on a obtenu une rémission complète et prolongée. Alors, un mot quand même dans les autres rhumatismes inflammatoires. Donc, vous avez vu cette publication extrêmement récente, sauf le professeur Goupil, mais c'est normal, il est surchargé, qui introduit cette notion de malade réfractaire d'un côté et de malade difficile à prendre en charge en français. La nuance est subtile parce que quand vous regardez ce diagramme pour ceux qui ont les yeux grands ouverts, ce sont globalement exactement les mêmes critères. Donc c'est vrai qu'on attendait quand même peut-être du côté réfractaire des causes d'échec, plutôt d'échec primaire que d'échappement, et peut-être un nombre de thérapies, peut-être au moins un anti-TNF, un anti-L17, un JAK inhibiteur. Vous le voyez, on reste quand même sur ces 2 bédimards. Et puis, pour le PSC, pour le rhumatisme psoriasique, donc là aussi, la réflexion est en cours depuis quelques années. Les Italiens, notamment, ont déjà fait des propositions pour distinguer le réfractaire du non-réfractaire. Les Lillois, bien évidemment, n'ont pas résisté à proposer leur définition dont l'originalité première était d'intégrer une notion de délai en disant oui, réfractaire, c'est quand on échoue à au moins 2 biologiques, mais sur une durée courte, d'au moins 2 ans. Ça n'a rien à voir avec celui qui utilise un biologique tous les 5 ou 10 ans. Et là aussi, à l'EULAR, donc il n'y aura pas de recommandations, mais des points à considérer. Là, c'est aussi le samedi matin, sur la définition qui sera celle du GRAPPA et de l'EULAR, sur le PSC difficile à traiter. Deuxième point, c'était dans la pratique dès aujourd'hui, et je dirais à Strasbourg, je ne pouvais pas reprendre la forte implication strasbourgeoise avec notamment la présentation de Jacques Éric sur effectivement notre pratique quotidienne chez un sujet avec un antécédent de néoplasie. Vous voyez que la dernière mise au point de 2020 ne concluait sur rien. Revue de la littérature des recommandations, et on dispose maintenant de la publication récente de ce qui a été énoncé par Jacques Éric à l'EULAR, puis à la SFR au mois de décembre, avec, dans les principes généraux, le fait que le rhumatologue est globalement le praticien clé de la prise en charge de ces malades avec affection néoplasique et maladie inflammatoire rhumatologique. Et vous savez que dans les recommandations, donc il n'y a aucune réserve particulière en cas d'antécédent de néoplasie considérée comme en rémission et ou guérie, avec toutefois une priorité potentielle aux anti-TNF par l'expérience, le recul et les études, un petit bémol sur les JAK inhibiteurs et la batacept que l'on utilisera plutôt en défaut d'alternative. Bien évidemment, si c'est un antécédent de lymphome, une priorité aux anti-CD20. Et effectivement, il reste cette partie un petit peu plus floue. Si la pathologie néoplasique n'est pas considérée comme guérie en rémission, avec des discussions qui sont ouvertes,
Et vous savez que le cas de figure le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate, pour lequel il y a un protocole dit de surveillance active. Donc il y a une néoplasie, elle est là, elle est plus ou moins active, évolutive. Il n'y a pas de rémission en tant que telle, il n'y a pas de guérison. Et effectivement, eh bien, il y a de toute façon une opportunité possible. Et je rappelle depuis 25 ans qu'il n'y a jamais eu de contre-indication aux anti-TNF, notamment en cas d'antécédents néoplasiques. Donc ça, c'est le joli schéma qui traduit probablement la fibre artistique de Jacques Éric et de ses co-auteurs. Et je termine avec le troisième point, là aussi, petit cocorico entre guillemets. Je pense que la plupart d'entre vous, en 2024, n'avaient pas lu les recommandations de la Société européenne d'endocrinologie sur la problématique de la gestion de l'arrêt de la corticothérapie. À titre indicatif, il n'est pas inintéressant de voir ce que les endocrinologues considèrent comme facteur à plus ou moins haut risque d'insuffisance surrénale en cas d'arrêt. Donc c'est vrai que nous, on est plutôt sur prednisone, prednisolone, risque modéré. Et après, par contre, nos patients en général, c'est corticothérapie systémique ou intra-articulaire. Ils sont traités depuis plus de 3 mois et ils sont volontiers obèses, puisque dans la PR, 2 fois sur 3, ils sont en surpoids ou obèses. Donc on est quand même sur une population qui, pour les endocrinologues, est considérée comme étant quand même plutôt à risque élevé d'insuffisance surrénale. Ça, c'est leur schéma de proposition de décroissance. Vous voyez, à titre indicatif, on est globalement dans les clous, avec notamment, quand on arrive dans la paire à 5 mg d'équivalent de prénisone par jour, eh bien, effectivement, la diminution de 1 mg tous les mois. Mais voyez, sur la conduite à tenir, parce que bien sûr, je vais faire un petit rappel rapide du PHRC star d'Adeline, eh bien voilà, si on n'a pas de petits comprimés à 1 mg, voilà, il y a l'alternative de l'hydrocortisone à 20 mg. Bien sûr, l'étude STAR n'était pas disponible au moment où ces recommandations ont été faites, avec des tableaux un peu pratiques, notamment pour ceux qui faisaient, peut-être qui font encore, des tests au synactène, qui regardent le cortisol du matin avec des cut-offs, mais qui, dans l'encadré gris, Philippe, ne cherche pas à lire, tu ne vas pas y arriver, mais nous donne des valeurs indicatives de risque plus ou moins élevé d'insuffisance surrénale. Alors bien sûr, la publication est récente, mais Adeline nous l'a présentée en plénière de la SFR. Donc c'est pour vous rappeler qu'au niveau national, sous la houlette de Adeline, eh bien, il y a eu cette étude contrôlée randomisée dans laquelle on a essayé d'évaluer dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission ou LDA prolongée, chez des sujets à 5 mg d'équivalent prénisone par jour, eh bien, la stratégie rhumatologique de la diminution de 1 mg par mois versus effectivement le test au synactène et la substitution. Un peu plus de 50 malades par bras. Vous voyez qu'en DAS, on est à 2.1, 2.3, donc on est effectivement dans un cas de figure qui le permettait largement. Une cinquantaine de patients par bras, et vous connaissez les résultats qui montrent qu'il n'y a pas effectivement de différence significative entre les deux stratégies, ce qui, pour nos rhumatologues, a conforté le fait que notre habitude, entre guillemets, de cette décroissance très progressive, eh bien, à la fois ne s'accompagnait pas de plus de risques de rebond de la maladie. Dans l'étude, il y a eu, à ma connaissance, dans mes souvenirs, aucun cas d'insuffisance surrénale dans ce protocole. Donc voilà, c'était les 3 petits points que j'avais sélectionnés. Il me reste 56 secondes. Donc, les rhumatismes réfractaires, cancer, biothérapie PR, corticoïdes. Je vous remercie.